Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Salut Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode Business Positif. Bonjour. Déjà, est-ce que pour commencer, tu peux me dire pourquoi en 2017 vous avez lancé Changemaker Companies ? Oui, en fait, c'est assez simple. Ashoka, historiquement, était une organisation complètement centrée sur l'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Et on s'était rendu compte qu'on avait besoin de trouver de nouveaux moyens, finalement, d'accélérer l'impact de ces entrepreneurs sociaux et que ce moyen résidait en réalité dans le monde de l'entreprise, dans le monde du business, qui pouvait être un formidable relais et accélérateur de l'impact de nos entrepreneurs. En fait, cette notion d'entrepreneur social, c'est une notion qui consiste à définir des femmes et des hommes qui ont des idées innovantes et souvent une approche systémique des enjeux qu'ils ont envie de résoudre. On cherche en fait des femmes et des hommes qui sont obsédés par un problème, qui vont essayer de le prendre de façon, encore une fois, globale et qui ne vont pas juste s'intéresser aux symptômes. Donc Ashoka finalement, s'est fait une spécialité de la détection et de l'accélération du développement de ces entrepreneurs qu'on appelle des Ashoka Fellows, et ça fait 40 ans qu'on a la chance de les accompagner dans le monde entier. Alors Ashoka est né en Inde il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner des entrepreneurs sociaux dans près de 90 pays. Et on va dire que la communauté mondiale, elle représente environ 4000 projets, ce qui permet de servir à peu près au quotidien 100 à 150 millions de personnes dans tout un tas de sujets, depuis l'éducation jusqu'à l'environnement, en passant par la santé. Génial. Et dans tout ça, donc là on parle bien d'Ashoka et de son action depuis même 40 ans. Donc dans tout ça, Changemaker Companies naît parce que vous sentez qu'il y a un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on est OK sur le fait que cette partie-là de l'activité se focus plutôt sur la transformation des corporates. Oui, tout à fait. En fait, Changemaker Company, si on devait résumer, c'est un peu la branche conseil finalement d'Ashoka. Ouais. Comment ce qu'on a appris depuis 40 ans de nos entrepreneurs sociaux peut être pertinent finalement pour tout un tas de grandes entreprises ou plus petites, mais qui se posent des questions fondamentales sur leur empreinte sociale, environnementale, qui ne savent pas forcément par où prendre le truc. Et de fait, les entrepreneurs sociaux sont des experts de ces sujets-là. Donc, tout simplement, Changemaker Company, c'est la passerelle entre les innovations et les apprentissages de ces entrepreneurs sociaux, puis le monde corporate qu'on a éminemment besoin. Parce que comme on se disait un petit peu avant, il y a souvent le fantasme aussi pour une start-up qui démarre ou pour des entrepreneurs sociaux qui se lancent ou qui arrivent sur leur marché. Souvent, il y a ce fantasme de bosser avec les gros parce qu'il y a souvent aussi plus de moyens, peut-être un peu plus de pérennité. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce que vous ressentez des enjeux des entreprises sociales aujourd'hui ? Alors, l'entrepreneuriat social et les entreprises sociales sont formidablement développés sur les 10 dernières années. En revanche, on a un vrai sujet à différents niveaux. Les organisations restent petites, voire très très petites si on les compare finalement aux organisations plutôt de la sphère business traditionnelle. Et on observe que donc ces entrepreneurs sociaux ont des problèmes sur le changement d'échelle, sur l'accès aux ressources, et que bien souvent, finalement, ils n'ont pas encore trouvé la solution, le modèle qui permet de grandir, d'accélérer son impact tout en gardant la maîtrise de son organisation. Ouais. Ces entreprises sociales aujourd'hui, je pense qu'elles sont encore en phase d'apprentissage. Elles sont dans un écosystème qui est en train de se structurer, c'est-à-dire que maintenant, il y a des investisseurs à impact, il y a des accélérateurs, il y a des gens qui sont prêts, il y a des législations qui accélèrent le développement des entrepreneurs sociaux. Mais on est encore très très loin du plein potentiel d'impact de ces organisations. Et c'est notamment pour ça que nous, on a fait le choix de créer ces passerelles entre le social et le business, parce qu'aujourd'hui, les grands enjeux de société méritent finalement qu'on combine les deux approches. Bien sûr. Et est-ce que tu aurais quelques clés concrètes par rapport à ce que vous voyez, vous, chez les entrepreneurs sociaux ? Tu vois, quand on dit un des gros enjeux, c'est le changement d'échelle, est-ce que tu arrives à voir un peu des grandes lignes communes ? Oui, alors quand on sélectionne les fellows d'Ashoka, effectivement, on regarde toutes ces dimensions-là. Ce qui est assez frappant, c'est que, alors évidemment, il y a des sujets d'accès aux ressources,
Oui. et de trouver des investisseurs qui sont prêts à investir dans des modèles qui ne sont pas encore complètement stabilisés. Et l'énorme différence peut-être avec le monde du business traditionnel, c'est que dans le business traditionnel, un venture capitaliste, donc quelqu'un qui va investir très tôt dans une organisation, il sait qu'il va se planter peut-être 9 fois sur 10, mais que la 10e va faire jackpot et va lui permettre de récupérer sa mise. Ce n'est pas complètement vrai dans les entreprises sociales, parce que finalement, les entreprises sociales, ça recouvre tout un tas de formes juridiques qui vont des associations aux coopératives en passant par des entreprises classiques, etc. Et donc, les investisseurs sont quand même freinés, j'ai envie de dire, de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a vu émerger des fonds à impact qui se spécialisent dans l'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Mais je dirais que le deuxième sujet qui est assez intéressant, c'est quasiment un sujet culturel. C'est qu'on est de plus en plus dans cette logique un peu de small is beautiful. Donc, le succès de l'entrepreneur social, le modèle de succès, c'est pas forcément l'empire international d'une organisation, c'est plutôt de s'assurer que son impact vous dépasse. Et une différence assez fondamentale avec le monde du business, c'est que développer son impact, ça ne veut pas dire forcément développer la taille de sa boîte. Et il y a tout un tas de stratégies qui peuvent être de l'essaimage, qui peuvent être de la franchise sociale, qui peuvent être de l'open source, qui peuvent permettre de développer son impact à très grande échelle tout en gardant la maîtrise d'une organisation à taille humaine. Le microcrédit, par exemple, c'est une très bonne illustration de ça. Younous, qui a été un des inventeurs, pas le seul, mais un des, on va dire, inventeurs du microcrédit, en fait, sa grande force, ça n'a pas été uniquement d'être le plus gros opérateur de microcrédit dans le monde, ce qui n'est pas d'ailleurs. Ça a été de faire en sorte que tout un tas d'autres organisations s'emparent de ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, il y a des institutions de microcrédit partout sur la planète, sans doute influencées par Younous, mais on voit bien que finalement, l'impact l'a largement dépassé. Oui. Et c'est ça qu'on va essayer de pousser chez nos entrepreneurs sociaux, c'est de trouver la bonne stratégie d'impact. Et encore une fois, pas forcément cette course à la taille. Donc du coup, est-ce que c'est quelque chose qui peut venir un peu en friction avec leurs ambitions personnelles, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'ils entendent et qu'ils ont envie de découvrir? Alors ça, c'est super intéressant comme question, parce que je pense que c'est un effet aussi générationnel. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, on avait des entrepreneurs sociaux qui faisaient ça quasiment pour la beauté du geste, et qui faisaient ça quasiment en chevalier blanc pour inventer un modèle quasi contraire à celui du business et de l'enrichissement personnel. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que de plus en plus d'entrepreneurs sociaux choisissent des modèles, on va dire, commerciaux assez traditionnels, mais choisissent de combiner finalement la création de valeur pour la société, donc l'impact social, avec la création de valeur pour leur société et pour eux-mêmes. Et ça, finalement, c'est un peu le Graal. C'est que globalement, aujourd'hui, dans le champ de l'entrepreneuriat social, il y a ce qu'on pourrait appeler des milliardaires en impact. Il y en a qui sont pas forcément des très grosses organisations. Si je pense à une organisation comme Ciel Bleu, par exemple, aujourd'hui, qui fait de la prévention santé par l'activité physique adaptée, notamment en direction des seniors, c'est une entreprise qui, chaque année, fait économiser à la société, au sens large, environ 1 milliard d'euros. C'est une boîte qui regroupe un petit millier de personnes, mais qui fait économiser 1 milliard d'euros à la collectivité chaque année. Donc, absolument énorme. Voilà, donc moi, je les appelle des milliardaires en impact. Mais les fondateurs sont absolument pas milliardaires, sont absolument pas millionnaires, et c'est même pas leur ambition. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans les modèles futurs à inventer, c'est finalement pour ceux qui choisiront éventuellement aussi de se réaliser personnellement et financièrement dans ces sujets-là, c'est que finalement la création de valeur pour eux-mêmes soit directement corrélée à ce qu'ils génèrent pour la société. Je pense que ça, c'est vraiment le business model ultime qui combine, encore une fois, un impact sociétal avéré, mesurable, quantifié, avec finalement ce qu'on crée pour soi-même. C'est hyper intéressant, effectivement, et c'est aussi ce à quoi aspirent sans doute beaucoup de ces entrepreneurs au final. Et c'est très philosophique, c'est très en réflexion, tout ça. On entend que c'est une piste de réflexion, mais qu'il n'y a pas encore de solution concrète, ou de modèle concret sur lequel on puisse se reposer. On est en train d'y aller, je pense, je pense qu'on est en train d'y aller. Je pense qu'il y a des modèles qui commencent à être intéressants, des modèles de financement qui sont aussi liés à la performance sociale et à l'impact social généré. Je pense aux social impact bonds. C'est ce qu'on appelle l'outcome-based finance, qui est vraiment une finance qui est basée sur l'impact généré. Et ça, je pense que notamment pour tout un tas d'entrepreneurs sociaux qui veulent contribuer à baisser, par exemple, les dépenses de santé, pour lesquelles on a finalement suffisamment de données pour savoir ce qu'est le coût de l'inaction. On le voit par exemple dans l'environnement, on est capable aujourd'hui d'avoir
des mesures qui nous permettent de dire, en fait, si on fait rien, ça coûte tant, mais si on fait quelque chose, on peut réduire cette facture collective. Mais je pense que être capable d'avoir un modèle économique qui est directement lié finalement à la réduction de la facture collective, ça, c'est un modèle d'avenir, c'est un modèle pérenne et c'est un modèle gagnant-gagnant pour tout le monde. Complètement, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Et si on continue un petit peu sur justement cette notion de développement des entrepreneurs sociaux, souvent il y a l'envie, comme on se disait, et puis l'envie, puis c'est aussi assez naturel dans le modèle d'aller travailler avec des plus grands, des corporates. C'est ce que vous faites avec Changemaker Companies. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est leurs enjeux à eux? Pourquoi eux, ils veulent bosser avec des entrepreneurs sociaux et quelles vont être leurs problématiques dans la manière de le faire? Oui, avec plaisir. Alors, en tout cas, ce qu'on voit, nous, de notre fenêtre, c'est qu'aujourd'hui, les grands enjeux de société, on les connaît tous, hein, ils sont répertoriés dans les ODD, ils sont de plus en plus connus des grands publics, font que les entreprises sont de plus en plus prises à partie, parce qu'à la fois, elles contribuent à la destruction de la valeur collective, hein, et donc, d'une certaine façon, on attend des entreprises aujourd'hui qui sont de faire partie de la solution. Donc, ces entreprises, on leur demande, alors soit la régulation le leur impose, soit leurs clients le leur demandent, leurs collaborateurs de plus en plus, ou leurs investisseurs, ont demandé aux grandes entreprises, et aux moins grandes d'ailleurs, de trouver des façons à la fois de réduire ces externalités négatives, mais aussi de contribuer à la résolution des problèmes, encore une fois, climatiques, d'accès au développement économique, etc., quelle que soit la région dans laquelle ils se trouvent. Et ce qui est assez frappant, c'est que on note, on est en train d'ailleurs de faire des études sur le sujet, que bien souvent les dirigeants de ces entreprises publiquement s'engagent parce qu'ils y croient, parce qu'on leur demande d'y croire, parce que les enfants de ces dirigeants parfois doivent les challenger au petit déjeuner ou ailleurs, et que en réalité, la plupart d'entre eux sont un peu perdus la façon de faire ça, et qu'il leur manque un peu le playbook ou le cahier de jeu qui permet de se dire, OK, où est-ce que je commence? Comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et d'une certaine façon, cette transition sociétale qui est absolument essentielle et incontournable pour le monde du business, elle ressemble en tout point à la transition digitale que les entreprises ont rencontrée il y a 10, 15, 20 ans pour les premières, et qui, de la même façon, étaient un peu perdues lorsque tout ça est arrivé. Donc, leur réflexe a été quoi? Ça a été d'aller chercher ces innovateurs du moment, ces start-upers, ces gens qui réfléchissaient différemment, en se disant peut-être que si on les rachète, on les intègre, on va nous-mêmes profiter finalement de cet état d'esprit, de cet esprit d'innovation, etc. Donc, il y a bien un enjeu de se réinventer pour être capable d'amener de la santé, par exemple, sur le dernier kilomètre, aux villages les plus ruraux d'Asie, d'Afrique ou d'ailleurs, ou de chez nous d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est même chez nous en fait, il y a un sujet aussi. Oui. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que les entrepreneurs sociaux, eux, c'est leur business au quotidien. Donc ça, c'est leur priorité, c'est leur connaissance, c'est leur expertise. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer justement ce transfert de savoir-faire entre des entrepreneurs sociaux qui, eux, sont mobilisés, mus par l'impact social qu'ils peuvent générer au quotidien, et puis d'essayer de faire en sorte que les grands corporates, qui ne sont pas forcément très innovants, mais qui sont parfois, et qui sont par contre des formidables accélérateurs de développement, puissent s'inspirer de ça et puissent véritablement amener peut-être plus à l'échelle, parce qu'ils ont le réseau, parce qu'ils ont une présence internationale, parce qu'ils ont des capitaux, etc., que les entrepreneurs sociaux n'ont pas. Eux seront peut-être capables. Oui, c'est ce qu'on disait en premier lieu. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une convergence d'objectifs, limite, ou en tout cas, chacun a ses enjeux et au final, la rencontre peut permettre à chacun de réussir à relever ses propres défis. Est-ce que tu peux concrètement, par un exemple, donc tu m'as parlé d'une boîte de pharma au Ghana, c'était hyper intéressant, justement nous parler, illustrer un petit peu cette passerelle, ces solutions, justement où c'est une grande boîte pharma qui va accompagner une petite et comment chacune va apprendre de l'autre. Oui, avec plaisir. On parlait effectivement de cet entrepreneur social cette entreprise sociale qui est Cow Tribe. Donc, en gros, c'est une entreprise qui est née au Ghana il y a 4 ans ou 5 ans et qui s'était rendu compte qu'un des gros enjeux pour les petits éleveurs qui sont près de 200 millions en Afrique subsaharienne, c'est l'accès aux vaccins parce que pour eux, leur cheptel, les quelques têtes de bétail qu'ils peuvent avoir au quotidien, c'est fondamental, c'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui leur permet de mettre leurs enfants à l'école, de payer leurs factures, etc. Donc lorsque
un des animaux du cheptel meurt ou est en mauvaise santé, bah, c'est un impact immédiat sur les revenus de la famille et donc sur le niveau de vie. Ouais. Cet accès au vaccin, il est essentiel. Et cet entrepreneur social, cette entreprise sociale a trouvé une façon super innovante, super agile, super efficace pour conserver une chaîne du froid et être capable de livrer vraiment ces vaccins jusqu'au plus reculé des villages et jusqu'au plus reculé des éleveurs. Et donc, CowTribe, depuis maintenant 3-4 ans, avait trouvé ça, commençait à servir des milliers de petits producteurs, mais quand on compare des milliers de petits farmers avec les centaines de millions, et CowTribe tout seul ne peut pas le faire parce qu'à un moment donné, on peut de façon artisanale distribuer dans un périmètre relativement restreint, mais c'est beaucoup plus compliqué, difficile de créer des chaînes d'approvisionnement. De passer encore une fois à l'échelle, c'est ça, ils ne sont pas capés, quoi. Exactement. Et là, il se trouve que par ailleurs, on travaille depuis près de 10 ans maintenant avec Boehringer Ingelheim, qui est un labo pharma allemand, qui est le leader de la santé animale, mais qui est confronté justement à cette logistique du dernier kilomètre et qui se heurtait face à ce mur un peu invisible de mais comment je fais pour servir des gens qui sont dans des endroits super reculés. Et encore une fois, Boehringer n'avait pas trouvé la façon de le faire. Nous, on a connecté les deux. Et depuis qu'ils sont ensemble, ce qui est assez frappant, c'est à la fois comme ça a permis d'accélérer la croissance et le développement de CowTribe, qui d'un seul coup a accès à de la logistique, à des ressources, à des experts qui sont allés sur place, qui ont travaillé avec eux, etc. Et à l'inverse, Boehringer a appris, j'ai envie de dire, de l'agilité, de la façon de regarder, de la façon de faire de CowTribe. Et du coup, cette inspiration, elle va rester dans l'entreprise et elle va venir irriguer le reste de l'entreprise, notamment au travers de ceux qui ont travaillé sur le projet et qui, en allant se frotter finalement aux entrepreneurs sociaux sur le terrain, sont revenus eux-mêmes transformés. Et comme ils sont revenus transformés parce que d'un seul coup, ils avaient appris à lire le monde différemment, ils avaient développé des nouvelles compétences, ils avaient compris comment on pouvait faire les choses différemment, souvent avec 100 fois moins de moyens, quand ils reviennent dans l'entreprise, ils regardent aussi leur entreprise avec un œil neuf. Et ils sont devenus des experts à la fois en frugalité, en innovation, en agilité. Et ça, ils vont pouvoir finalement l'amener beaucoup plus loin dans l'entreprise. C'est aussi une manière, en travaillant comme ça, de venir apporter une flamme à l'intérieur. Et ces gens de l'entreprise qui ont été un peu exposés vont pouvoir aussi venir diffuser, même inconsciemment, une autre énergie au sein de l'entreprise. Bien sûr. Une entreprise, c'est jamais qu'une organisation humaine. C'est mouvant du coup. Oui. Donc, voilà, donc c'est mouvant, c'est fait de plein de caractères différents, de plein de personnes, de personnalités, etc. Et donc à l'intérieur des entreprises, il y a des innovateurs, il y a des entrepreneurs, on les appelle des intrapreneurs. Il y a des gens qui réfléchissent un peu en dehors de la boîte. Seulement, bien souvent, ces personnes-là sont un petit peu étouffées peut-être par des procédures, par une culture de l'entreprise très en silo, très hiérarchique, etc. Et ils ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel. Le jour où vous êtes capable finalement d'expliquer en quoi votre activité économique elle est liée à un objectif d'impact social partagé, que tout le monde voit, en gros c'est ce qu'on appelle le purpose d'une entreprise, et qu'on est capable ensuite de le cascader partout et que chacun peut s'en emparer, alors là vous créez de la loyauté, là vous créez de l'attractivité et là vous créez en fait de l'innovation. Et c'est aussi un langage commun dans cette rencontre avec les innovateurs. Et pour revenir vers eux et vers ces entrepreneurs sociaux qui sont, on va dire, comme on se disait avant, le gros aussi de ceux qui nous écoutent, justement, c'est aussi comprendre leur intérêt, ce qu'ils représentent pour la grande entreprise avec qui ils ont potentiellement envie de travailler. C'est que c'est aussi ça qu'ils amènent eux. Et donc, c'est aussi ça qu'il est important qu'ils gardent au cœur et chevillé au corps de ce qu'ils font, parce que justement on a échangé là-dessus sur ces critères qui sont hyper importants, hyper pertinents à mettre en avant pour eux. Justement, ne pas avoir peur, ne pas avoir envie peut-être de fusionner avec la culture d'entreprise de ceux qui vont rejoindre ou de ceux avec qui ils vont travailler. Ça va aussi être permis par le fait d'avoir la mission au cœur. C'est ce que tu me disais dans justement ces critères hyper pertinents. C'était une clarté sur la mission, sur le purpose qui soit partagé par tous. Oui, parce qu'en fait, le problème des petits, de David contre Goliath, même si c'est David qui gagne à la fin, c'est que bien souvent, on a une vision quand même très court terme du truc
Et souvent, on induit une relation assez verticale, assez transactionnelle, et on en oublie un petit peu ce qu'on met sur la table. Je pense que ce que tu dis est très très vrai. Lorsqu'un entrepreneur social ou une plus petite start-up finalement décide de rentrer en matière avec un grand groupe, il faut être super clair sur ce qu'on apporte. C'est-à-dire que si le grand groupe ouvre la porte et décide de travailler avec toi, c'est parce qu'il y a un intérêt et il faut être conscient de ça. Quand CowTribe permet à Boehringer de comprendre comment on peut faire de la logistique du dernier kilomètre dans des milieux ruraux au Ghana, ça a une valeur immense, immense. Et donc l'enjeu, ça va être de s'assurer que le partenaire avec lequel on va travailler va partager finalement ses propres objectifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée, c'est pas juste d'être un au-dessus de l'autre, etc., mais d'être plutôt côte à côte en se disant, on regarde dans la même direction, on a un objectif partagé qui est un objectif à la fois d'impact et à la fois un objectif économique, et ça, c'est bien entendu de chaque côté. Et maintenant, on va apprendre l'un de l'autre, et on va accepter finalement d'être dans un cheminement, on va accepter de se planter, on va accepter de ne pas être d'accord. Mais on sait qu'on est là pour un moment, et encore une fois, on établit dès le début une gouvernance de pair à pair. Donc à un moment donné, on vient en tant que solution. Donc on a le droit aussi de dire quand on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Je pense qu'il n'y a pas non plus. Il y a aussi l'enjeu d'ego. Ça ne veut pas dire qu'on a raison sur tout. Mais en tout cas, il y a une vraie posture à avoir peut-être dans la collaboration qui est hyper importante à avoir en tête. Exactement. Et ça, je pense, c'est vraiment une des règles fondamentales de la collaboration. Et qui est compliqué parfois à entendre du côté de la grande entreprise, qui a l'impression qu'elle est le donneur d'ordre, qu'elle a les moyens économiques, etc. Et c'est pour ça que je pense que dans ces cas-là, il faut dépassionner le débat pour revenir à la dimension stratégique des projets, la dimension d'impact, et d'avoir cette vision partagée de ce qu'on veut créer ensemble. Oui, et ce que tu disais sur le partage de la valeur, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu aussi ça. C'est un enjeu de s'assurer que toutes les étapes du processus, enfin que tout le monde s'y retrouve. Donc on parlait du café notamment, j'avais interviewé Max Havelaar, on avait pas mal parlé de ça, du fait que aujourd'hui il y a un problème sur le partage de la valeur et que du coup il y en a aussi certains qui doivent accepter de remettre en cause leur fonctionnement jusqu'à maintenant. Pour ces questions d'impact et que du coup des entrepreneurs sociaux peuvent venir aussi aider ou en tout cas tenir bon sur leur je sais pas comment on peut dire ça, sur leurs valeurs en fait. Ça rejoint un peu le sujet qu'on disait juste avant de la mission, c'est-à-dire que si on tient bon sur la mission, on sait pourquoi on est là, et ben on est capable de pas être d'accord, on est capable de tenir bon malgré la peur que ça peut procurer des fois. Ouais, c'est exactement ça, et c'est pas simple, hein, parce Non. qu'encore une fois, on est souvent soumis à une pression économique, financière qui fait que on a envie peut-être de prendre le raccourci de la transaction, mais la co-création, en fait, c'est un concept un peu différent. Encore une fois, c'est du pair à pair, c'est une espèce d'égalité finalement dans la gouvernance d'un projet, et je pense que c'est la façon dont on devrait finalement conduire les affaires. Peut-être qu'on peut venir parler de la notion de secteurs qui sont plus attractifs que d'autres à l'international parce que vous avez une vision d'ensemble de votre tour de contrôle à vous. Donc, est-ce que tu peux me dire peut-être un mot là-dessus ? Oui, en quelques mots, je pense que, je ne sais pas s'il y a plus attractif, en tout cas, il y a des enjeux plus criants que d'autres. Je parlais tout à l'heure des enjeux de la santé, de la nutrition. Je pense que ça, c'est des enjeux sur lesquels, s'il n'y a pas rapidement des alliances d'envergure qui se forgent entre des petits, des gros, des pouvoirs publics, des secteurs privés, etc., on n'arrivera pas à faire en sorte qu'aujourd'hui, les 4 milliards de personnes n'ont pas accès à la santé, y aient accès demain matin. Or, on sait très bien que la santé, typiquement, c'est un sujet sur lequel, si on n'a pas une approche de marché, on n'y arrivera pas. On ne peut pas juste dire que si on mettait toute la philanthropie du monde, même tout l'argent des gouvernements du monde, on n'arriverait pas à résoudre le problème parce qu'à un moment donné, on a besoin finalement de modèles qui soient pérennes, avec une récurrence, etc. Et donc, ça s'appelle une dynamique de marché. Par contre, pour réussir ça, il va falloir prendre, encore une fois, les atouts des uns et des autres, les mixer pour réussir à inventer des modèles économiques qui ne sont pas ceux uniquement de la santé des pays du Nord aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on n'a pas réussi à faire la démonstration que c'était le bon modèle pour tout le monde. Oui. On ne peut pas uniquement se reposer sur des ONG de terrain qui vont créer des dispensaires, permettre l'accès aux médicaments par-ci, par-là. Il va falloir créer quelque chose de beaucoup plus systémique qui va amener tout le monde autour de la table et encore une fois, faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc, je pense que ces enjeux aujourd'hui d'alliance, multi-parties prenantes, sont absolument essentiels. Et encore une fois, je pense que si on est capable d'être équitable
dans la répartition de la valeur, dans ce que les uns et les autres apportent, et de rétribuer ça équitablement, il y a moyen de créer des modèles économiques peut-être un peu plus hybrides, peut-être un peu moins lucratifs pour certains, mais en réalité qu'ils seront sur le plus long terme pour tout le monde. Bien sûr, non, mais c'est clair. Et pour venir sur nos dernières questions, je vois le temps qui file et on arrive sur la fin de cet échange. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit là et par rapport à ces entrepreneurs sociaux, est-ce que tu aurais un conseil à donner ? L'enjeu, c'est d'être clair avec soi-même et d'être, j'ai envie de dire, à la fois authentique et transparent avec son partenaire. Et je pense que cette logique-là, c'est une logique qu'on retrouve dans tout. Donc, c'est vraiment réussir et oser prendre de la hauteur aussi et venir parler humain, quoi. Et pas rester peut-être focus juste sur ce qu'on fait, mais vraiment oser aller au cœur de la mission parce que c'est ça qui peut résonner dans la relation commerciale. Ok, hyper intéressant, merci beaucoup. Et pour continuer, est-ce qu'il y a une boîte de l'impact ou un entrepreneur social ou une entreprise même de manière générale qui t'inspire ? Oui, mais il y en a plein, évidemment. Les Patagonia de ce monde sont super exemplaires, mais moi je trouve qu'il y a des boîtes qui sont super intéressantes dans leur modèle de gouvernance, même si elles ne sont pas très connues. Je pense à une boîte qui s'appelle Proginov, qui est à Nantes et qui fait des logiciels, mais qui a une façon finalement d'embarquer ses collaborateurs, de faire vivre le projet d'entreprise, qui a créé un système d'actionnariat salarié qui est absolument génial et qui montre bien que même sur une activité dont on va dire l'impact social peut être peut-être un peu loin parfois, on est capable, quand on sait partager un rêve, une vision, etc., on est capable d'embarquer tout le monde. Est-ce que tu aurais donc dernière petite question, est-ce que tu aurais un livre à nous proposer, un film, une musique, une campagne qui t'a parlé, une conférence que tu pourrais recommander de regarder ou d'écouter ? Alors oui, un bouquin que j'aime beaucoup et qui justement résume un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est le bouquin d'Otto Scharmer et de Catherine Koffer, qui ont créé un truc en anglais, c'est Leading from an Emerging Future. Okay. C'est la théorie You, en fait. Et cette théorie You, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle démontre globalement que la transfo d'une organisation, elle passe d'abord par la transformation des femmes et des hommes qui la pilotent, qui l'animent, non pas que ceux qui la pilotent, mais ceux qui la font vivre au quotidien. Ouais. Et que finalement, ces démarches, c'est quasiment avant tout des démarches de transfo personnelle. Et qu'il faut déjà savoir se connaître, savoir où on en est pour passer d'une logique d'écosystème à une logique d'écosystème. Et ben pour finir, est-ce que tu aurais un acteur de l'impact à me recommander pour parler sur ce podcast ? Avec nous, parler d'un très très beau projet qui s'appelle les petites cantines. Ouais. Et Diane Dupré-Latour qui a créé ça, en fait, au travers des petites cantines, elle démontre que finalement autour de quelque chose qui est très français mais qui est très universel, qui est finalement de partager des repas, on peut recréer de l'inclusion, du lien social. Carrément, et je vais regarder de près et sans doute les contacter, ouais, parce que ça peut être hyper intéressant de savoir comment ils ont réussi à se développer. Elle disait qu'en plus c'était en autofinancement, il me semble, donc oui, plein de clés sans doute. Et ben écoute, un grand merci d'avoir pris ce temps avec nous pour partager ce que vous voyez, encore une fois, comme tu dis, j'aime beaucoup cette idée de votre fenêtre à vous, parce que vous avez quand même une belle vue d'ensemble de tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde, puisque vous êtes très international. Donc, merci beaucoup à toi pour tous ces partages. Merci beaucoup, Mélodie. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcast. À très vite.